Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute! Bonjour Laurent. Bonjour Romain, bonjour Lucie. Bonjour Laurent. Lucie et moi sommes ravis de t'accueillir chez nous pour ce tout premier épisode de Tipping Point. Alors Tipping Point, c'est quoi ? Eh bien, c'est cette idée que de toutes petites choses peuvent faire de grandes différences. Et donc, on souhaite décrypter les points de bascule des leaders qui nous inspirent, leaders dont tu fais partie, Laurent. Quels sont les tipping points qui ont changé ta façon de manager, ta façon de développer et de prendre soin de ton entreprise et de tes collaborateurs ? Laurent, un grand merci de te prêter à l'exercice. Et ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Laurent, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, Romain. Habituellement, quand on se présente, on présente notre métier. Donc, je ne vais pas commencer par là. Moi, je suis un amoureux de la nature. Et la nature est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai passé mon enfance, quand j'étais plus petit, dans un village du Haut-Doubs, où nous étions beaucoup en lien avec la nature. Donc c'est un endroit où il y avait beaucoup de neige, de l'eau, des forêts, des montagnes. Et je passais beaucoup de temps dans ces espaces-là qui m'inspiraient beaucoup et qui permettaient de me centrer et d'avoir un ancrage fort. De cette histoire est née la direction que j'ai ensuite prise dans mes études, où j'ai un diplôme d'ingénieur d'agronomie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la science et ce sont les sciences du vivant et des écosystèmes qui m'intéressaient beaucoup. Et puis ensuite, par hasard ou par destinée, je suis devenu dirigeant dans différentes entreprises qui m'ont fait découvrir les écosystèmes différents qui sont les écosystèmes des entreprises. Voilà. Et le Laurent qui sort d'études, le Laurent fraîchement diplômé qui rentre dans la vie active, qui est-il ? Il est comme beaucoup de personnes, une personne qui ne sait pas exactement en fait qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer, quelles seront les prochaines étapes, et c'est là que se sont présentées des situations, des rencontres avec des personnes inspirantes qui sont d'une certaine façon des tipping points et qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière. Ça marche. Laurent, donc quand tu sors d'études, tu commences directement chez Mars ou Alors pas directement, je commence pour une société lyonnaise du diagnostic, qui est une société assez connue, qui est un leader mondial dans le diagnostic, à l'étranger, donc en Allemagne, parce que moi j'ai toujours été très intéressé par l'international. Et ensuite, donc j'ai rejoint le groupe Royal Canin, qui est devenu ensuite membre de Mars, sur une période assez courte en France dans la division vétérinaire, puis ensuite directement à l'étranger, puisque j'avais clairement dit je souhaite refaire des expériences à l'étranger. Ce qui m'a conduit donc à rejoindre la Pologne, qui est un pays dans lequel je suis resté 11 ans. Et dans un premier poste en tant que directeur commercial et marketing, et qui s'est transformé assez rapidement à 28 ans en directeur de la nouvelle business unit qui avait été créée en Pologne. Donc c'était quelque chose, une opportunité qui s'est présentée et pour moi aussi quelque chose de complètement nouveau, puisque je n'avais jamais été en charge d'une entreprise et de diriger des équipes. Donc j'ai appris petit à petit à créer des équipes et une structure sur place. Et t'as quoi comme support en fait ? Parce que là tu te retrouves parachuté en Pologne à une fonction commerciale et encore plus une fonction de direction.
Comment ça se passe? C'est quoi un peu là tes 100 premiers jours? C'est quoi tes objectifs? Comment tu vis le truc une fois installé là-bas? Mais en fait, comme d'habitude, je dirais, c'est de l'écoute et c'est essayer en marchant. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait aucune ligne droite très linéaire qui était déjà tracée. C'était simplement écouter, passer du temps à l'écoute pour découvrir les personnes, les structures, la distribution, le marché, apprendre également la langue, puisque je parlais relativement mal la langue à l'époque. On est en quelle année? C'est en 2000. Et donc c'est passer beaucoup de temps d'écoute, et puis comme d'habitude se présentent des personnes qui nous aident en général, et ici c'est le directeur général de Royal Canin qui s'appelle Alain Guillemin, qui est une personne qui avait une très très grande expérience, qui avait une vision tout à fait particulière de l'entreprise, et pour lui sa vision c'était de donner une direction et une vision qui était claire pour tous, qui soit partagée, et ensuite laisser le maximum de liberté, d'autonomie et d'initiative aux collaborateurs. Moi, ça m'a beaucoup inspiré pour remettre dans le cadre, c'est au début des années 2000, donc on parlait pas d'entreprise libérée ou de ce type de fonctionnement à l'époque, et ça m'a beaucoup inspiré et aidé et guidé par rapport à ma façon de leadership. Encore une fois, c'était beaucoup de l'exploration, essayer, parfois se tromper, corriger, réadapter et continuer. La passion était toujours la même pour moi, c'était créer des équipes qui soient engagées, motivées, reliées et qui soient capables de voir une vision d'ensemble de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a tiré dans l'international, puisque comment est-ce qu'on passe de l'Odoo à la Pologne, à l'Allemagne aussi un peu plus tard, mais en tout cas, qu'est-ce qui toi t'a tiré, et est-ce que tu le savais, est-ce que tu connaissais cette vision managériale de Alain en rentrant dans le groupe Mars, et comment tu t'es dit je vais rejoindre ce grand groupe? Alors, effectivement, peut-être du Odoo, on peut voir, c'est pas forcément international, mais c'est pas tout à fait le cas parce qu'on habite juste à côté de la Suisse, et qui est en fait un intermédiaire entre la Suisse et l'Allemagne, donc on a forcément déjà beaucoup de contacts avec ces pays. Et pour moi, c'est aussi la notion de frontière est quelque chose qui est effectivement, il y a des différences au niveau des langues et certaines cultures, mais par contre, j'ai jamais compris l'intérêt des frontières dans le monde. Pour moi, on fait partie vraiment de la même planète, de l'humanité, tous ensemble, et explorer, découvrir d'autres cultures, apprendre d'autres langues, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, parce que c'est aussi une façon de pouvoir réunir sur une échelle beaucoup plus large. Voilà. Et non, quand je suis rentré dans cette entreprise, je ne connaissais pas, et j'ai fait une phase d'induction, c'est-à-dire on commence à découvrir l'entreprise, et ça s'est fait par une présentation et une rencontre avec Alain Guillemin, qui a été pour moi un événement transformateur pour découvrir d'autres façons de faire l'entreprise, et c'est quelque chose qui a beaucoup vibré chez moi en disant ok, oui, il est tout à fait possible de faire autre chose, et en particulier par la confiance des personnes. Et là, je l'ai vraiment découvert avec cette personne. Et ça se traduit comment de façon très opérationnelle quand un directeur général te dit voilà, moi je fais confiance, j'ai un besoin ou j'ai un désir de liberté, de responsabilité, en tout cas de libérer l'énergie et de responsabiliser les acteurs dans l'entreprise. Comment ça se traduit de façon très opérationnelle dans la société? Je pense que tu l'as dit dans la question, tout simplement, c'est libérer les énergies. Moi, ce que j'ai appris avec cette personne, c'est passer beaucoup de temps d'écoute, discuter avec les collaborateurs, avec les fournisseurs, avec les clients, avec nos distributeurs, ou même les personnes qui sont beaucoup plus en marge de l'entreprise, qui nous permet en fait de découvrir les endroits qui bloquent dans une entreprise,
qui bloque l'écoulement naturel des énergies. Et je pense qu'une des grandes fonctions du leader, c'est de passer du temps dans l'écoute et de découvrir les endroits où l'énergie dans l'entreprise n'est pas fluide. Et moi, ce que j'ai appris avec cette personne, c'est on a une vision globale qui est partagée, et cette vision, c'était celle de la nutrition santé à laquelle je crois beaucoup, et aussi une autre façon de faire l'entreprise par la confiance dans les hommes. Et le rôle du leader, il n'est pas de dire ce qu'on a à faire, il est d'engager, motiver et de libérer les énergies dans l'entreprise. C'est ce que j'ai appris avec cette personne. Et finalement, tu es assez jeune quand tu rencontres Alain, et donc quand tu rencontres cette vision de l'entreprise. Est-ce que avant ça, tu as été confronté à une réalité un peu différente, à des choses qui t'ont peut-être en tout cas fait réagir, ou c'était normal de manager un peu plus de façon un petit peu moins libérée? J'ai pas eu d'expérience auparavant d'entreprise moins libérée, donc je peux dire que c'est une vraie chance. Par contre, évidemment, j'avais des contacts avec d'autres personnes où on suit effectivement l'actualité et on voit que c'est pas toujours ce qui se passait dans une entreprise qui était plutôt encore à l'époque, à la fin des années 90, début des années 2000, très directionnelle, très horizontale. Moi, j'ai pas eu cette expérience-là, mais je savais que ça existe, et mon souhait a toujours été justement de créer des endroits où on peut avoir une collaboration, une confiance, libérer ses énergies, cet engagement des collaborateurs au service de quelque chose qui est plus large. Comment on fait quand ça résonne pas chez les collaborateurs ? Parce que cette vision-là, je pense que ça crée une vibration. Il y a des gens chez qui ça résonne et ça met en mouvement. D'autres pour qui ça résonne et il n'y a pas le manuel ou il n'y a pas le cookbook pour pouvoir aller dans cette direction-là. Et puis il y a des gens chez qui ça résonne pas du tout. Et même parfois ça les bloque ou ça les met en défiance. Comment est-ce que tu manages justement un peu de ces trois façons, et comment est-ce que toi, avec ta casquette de leader, tu arrives à t'adapter dans finalement toutes ces circonstances? Je dirais la première chose, c'est déjà s'entourer dans son équipe proche de personnes qui croient aussi au projet, à la vision, et à cette confiance aux femmes et aux hommes de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Après, effectivement, ça arrive, et je dirais ça peut arriver assez souvent parce que lorsqu'on fait confiance, c'est aussi le revers de la médaille. De l'autre côté, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'on responsabilise les collaborateurs, et ça peut faire peur. Moi, ce que j'ai vu dans mes différentes expériences, c'est ça fait peur lorsqu'on a connu une structure très hiérarchique, descendante, qui est quelque part rassurante puisqu'on nous dit de faire les choses. Donc par conséquent, on n'a pas la peur de se tromper et on fait. Ou en tout cas, on est rassuré parce qu'on a un manager qui nous a dit quoi faire, et si ça se plante, eh ben c'est pas de mon ressort. Voilà, c'est pas de mon ressort, mais donc voilà, ça me dégage d'une responsabilité. Donc je pense que le point le plus critique dans ces transformations-là, c'est d'aider justement la personne à prendre ses responsabilités, qui est quelque chose qui est très important pour un homme et une femme. Je pense que faire quelque chose que l'on n'a pas envie de faire, ça peut fonctionner un certain temps, mais à un moment donné, il y a forcément une dissonance d'énergie qui se passe. Donc c'est prendre ses responsabilités, et parfois aussi, on a été obligé de prendre des mesures qui sont, si vraiment il n'y a plus du tout de résonance par rapport au projet d'entreprise, aider la personne à prendre conscience de ce qui l'attire, de ce qu'elle veut faire, et parfois choisir une autre voie qui peut être à l'extérieur de l'entreprise. C'est aussi une option. Quand on discute parfois avec des personnes qui n'ont pas connu ou ne connaissent pas ce mode de management, l'entreprise libérée, le mot libérer les énergies, ça peut faire peur. Et notamment parce que je crois qu'il y a une espèce d'image ou d'idée comme quoi tout est libre, chacun fait ce qu'il veut,
tu vois, quelque chose d'assez brouillon, désorganisé, en image première qui peut arriver. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur toi, le cadre que tu posais, quel était le cadre de cette libération des énergies Ce point est particulièrement juste et aujourd'hui on entend beaucoup de choses sur la partie libération et désorganisation, mais c'est pas du tout le cas. Je veux dire, c'est d'ailleurs aussi le rôle du dirigeant et de l'équipe dirigeante de fixer un cadre qui soit très clair en termes de fonctionnement, en termes de prise de décision, en termes de résolution de conflits ou de difficultés qui existent toujours dans toutes les entreprises, et de donner le cadre qui permette justement de donner quelque chose de solide dans lequel on peut faire confiance aux collaborateurs et avoir une liberté d'action. Le cadre est important et le rôle du dirigeant est absolument d'être le garant du respect de ce cadre qui a été défini ensemble. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a expliqué aussi en amont. Oui. Parce que de dire je suis là dans les bons moments et quand tout va bien, il n'y a pas de problème, on est en libération des énergies, en co-responsabilité, en co-construction, etc. Mais quand le navire ou le bateau tangue et que c'est compliqué, ou quand il y a des sorties de piste, je pense qu'il est aussi important de rappeler que c'est toi qui as la responsabilité d'eux et que c'est parfois toi qui endosse aussi le rôle ou le mauvais rôle ou qui va faire le sale job. Et ça, en tout cas, je dis ça parce que je pense qu'on l'a aussi vécu nous dans nos expériences. Le fait de pas l'expliquer peut être aussi source ou facteur d'incompréhension du modèle. Absolument. Et ici, c'est là que il y a beaucoup de pédagogie, d'explication et d'information par rapport au mode de fonctionnement et passer du temps aussi pour ce respect du cadre. C'est-à-dire quand il y a des choses qui fonctionnent pas bien, c'est là qu'il faut s'engager par rapport aux équipes pour les accompagner justement pour rentrer dans le cadre de fonctionnement. Donc beaucoup d'informations, de communication, de discussion pour respecter et partager ce cadre et ces valeurs communes. La salive et du temps. Oui. Et donc là, tu as 27-28 ans, c'est ce que tu nous disais 28. tout à l'heure. 28 ans. Donc tu débarques en Pologne, tu ne connais pas la langue, tu rencontres Alain Guillemin qui t'explique tout ça. Première fois que tu entends aussi tout ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus compliquées? En tout cas, parce que j'imagine aussi que la manière de manager en France, en Pologne, ailleurs, enfin chaque pays a aussi des cultures et des manières de faire très très différentes. Donc comment est-ce que tu gères toutes ces nouveautés d'un coup? Je dirais, je dors bien, oui, et à nouveau écouter, mais aussi s'écouter. Je pense que pour moi, la partie la plus importante aussi, c'était l'évolution, pas uniquement de l'organisation, mais c'est son évolution personnelle. C'est savoir s'écouter, savoir écouter ses émotions, ses besoins. Et sur cette période-là, qui était une période avec beaucoup de nouveautés et de transformation, ça a été aussi pour moi une période de transformation personnelle, avec parfois des difficultés. Et la joie et l'énergie d'explorer. Pour moi, c'était beaucoup d'énergie parce que c'est cette passion de créer des équipes qui sont engagées et ça donne une joie tous les matins de le faire. Tu peux nous partager quelques galères que tu as eues? Des galères, il y en a diverses. Ça peut être des galères business. On avait aussi des usines, de la production, donc il y a toujours des problématiques qui existent. On a eu, par exemple, je me rappelle une inondation de notre site de production, donc avec une rupture d'une digue, d'une rivière qui était proche de l'usine, et il a fallu évacuer
l'usine assez rapidement. Ça c'est une galère dans laquelle le dirigeant, c'est pas du tout prévu. C'est une situation qui est complexe. Doit rester calme dans ces difficultés-là. Il y a combien de personnes là Il y avait 100 ou 150 personnes. Dans l'usine. Dans l'usine, ouais. À évacuer. En urgence absolue. Et évidemment, c'est quelque chose qui est stressant, c'est quelque chose qui peut faire peur pour le leader aussi. Et ici, c'est avoir cette capacité à rester calme, sans masquer aussi ses émotions et ses peurs, et accompagner les personnes. Et tout finalement s'est bien passé. Et j'aime bien quand tu dis sans masquer ses émotions et ses peurs, parce que quand on parle aussi avec certains dirigeants, on peut avoir cette image ou cette volonté de, pas de toute puissance, mais en tout cas de pas montrer ses émotions, de pas montrer sa fragilité, sa vulnérabilité, avec une idée que le dirigeant doit être l'homme fort qui rassure. Comment est-ce que on s'autorise, tu vois, à montrer ses émotions, à montrer sa vulnérabilité auprès de 100, 150 personnes? Là, tu vois, ça a été, je dirais, un exercice de travail intérieur fort, parce que c'est pas tout à fait naturel, c'est pas tout à fait ma nature non plus, et c'est pas la façon dont on voit aussi un dirigeant, qu'on imagine qu'il doit être fort et connaître les réponses à toutes les situations. Donc c'est beaucoup un travail intérieur, et c'est à nouveau lié à l'écoute, et je pense, et j'ai la conviction de la force de pouvoir dire ok, je ne sais pas, ou aujourd'hui je suis pas bien. Ça donne quelque chose qui crée des relations de confiance et de partage, et en particulier avec les équipes proches. Il y a un exercice que j'aime beaucoup, qui est la météo intérieure, que l'on fait systématiquement dans toutes les réunions en début avec mes équipes, parce que ça permet de s'ouvrir tel que l'on est, de dire ce qui va ou ce qui ne va pas, où on en est au niveau des émotions, comment on se trouve aujourd'hui et comment on arrive. Et ça, cette capacité à dire aujourd'hui je vais pas bien ou c'est difficile, c'est ce qui crée la confiance. Et la confiance est le moteur pour la partie leadership. Moi, il y a une question qui me vient, c'est toi avec toi. Donc c'est ce que tu nous dis, c'est je ne négocie pas avec ma météo, je ne transige pas avec mes valeurs, avec mes convictions, et je reste aligné. Comment est-ce que c'est perçu dans une entreprise comme Mars, dans une grande boîte comme Mars? En plus, tu as fait une super carrière chez eux. Comment est-ce que c'est vécu, et comment est-ce que ton management accepte d'avoir, parce que c'est quand même assez j'allais même dire dissident comme mode de fonctionnement. Les entreprises libérées, on en parle un peu parce que Gates a fait un super bouquin là-dessus, parce que il y a une espèce de mouvement qui s'est lancé ou qui se lance, ou un mouvement perpétuel qui continue. Mais les entreprises libérées, c'est peanuts à l'image de, je veux dire, de la France, mais même de l'Europe ou de la planète. Comment est-ce que c'est accepté d'avoir, et je me trompe peut-être parce que j'étais pas là-bas, mais d'avoir un manager comme ça, et qui accepte ses vulnérabilités, qui montre ses vulnérabilités, ses doutes, ce qu'on pourrait appeler de la faiblesse, et de se dire comment est-ce qu'on fait progresser une personne dans l'entreprise, quoi. Bon, j'ai pas toujours été comme ça, hein. C'est un chemin, hein. C'est pas quelque chose qui est arrivé depuis le début des années 2000, mais c'est pour moi comprendre, à la fois avec les collaborateurs ou avec les équipes proches, mais aussi avec les actionnaires ou mon chef, c'est cette capacité à créer une relation de confiance. Et elle existe uniquement lorsque l'on dit où on en est. Et parfois dire aussi j'ai besoin d'aide, ce qui m'est arrivé, hein, dans mon expérience, d'avoir à rencontrer des difficultés et dire ok, aujourd'hui je sais pas comment faire, et aidez-moi, ou
comment on peut trouver collectivement une issue. Oui, tu avais un management qui était aussi suffisamment à l'écoute et suffisamment éclairé pour dire Tout à fait. j'accepte d'avoir un dirigeant en devenir, exprimer ses doutes, justement ses vulnérabilités et de le faire progresser aussi. Dans le groupe, en tout cas, c'était une volonté d'aller dans cette direction en termes de leadership. C'était très bien compris, en fait, quels sont les avantages et les atouts de cette vision du leadership. En tout cas, c'est une chance de commencer sa carrière en étant soutenu sur ces thématiques-là. Oui. Et donc, tu passes combien de temps en Pologne ? Donc, 11 ans. 11 ans quand même. Oui. D'accord. Et parce que quand tu arrives, vous êtes déjà 110 dans l'usine ou ? Non, c'était une petite équipe avec une quinzaine de personnes. Donc ensuite, il a fallu structurer la distribution, l'organisation, la production, les équipes commerciales. Et on est passé de 15 personnes à pratiquement plus de 300 personnes dans la filiale qui a grandi très très vite. Et c'était aussi pour moi une superbe expérience parce que il fallait se remettre sur cette période constamment en question parce que la vitesse de croissance était élevée. Mais c'est aussi là que j'ai perçu ce que j'aime beaucoup, c'est bâtir, construire avec des équipes qui prennent plaisir à travailler ensemble au service de quelque chose qui fait du sens. Et est-ce que tu as été confronté au phénomène du c'était mieux avant ? Je dis ça parce que nous aussi, l'entreprise a pas mal grandi et on a été à un moment beaucoup confrontés au c'était mieux quand on était 15, c'était mieux quand on était une petite famille et quand tu arrives à une centaine de personnes, il y a comme des steps. Alors je sais pas, toi en Pologne à cette époque-là, où est-ce que tu as un peu vu et vécu ces étapes ? Oui. Le premier cercle le dit toujours, et pourtant j'ai toujours des contacts avec ces personnes. Elles sont toujours en place pour certaines dans l'entreprise, donc c'est qu'elles ont pu s'adapter. Je pense que jusqu'à un rayon de 400-500 personnes, on arrive à suffisamment encore connaître toutes les personnes. Je pense qu'ensuite, quand la structure devient beaucoup plus grosse, c'est beaucoup plus compliqué. Mais effectivement, j'ai connu cette situation de personnes qui disaient « Ok, c'était mieux avant ». Elles voyaient aussi, parce qu'elles pouvaient jouer un rôle très très important, et c'est ce qu'on aidait en termes de prise de conscience, en disant « Ok, oui, vous avez l'ancrage par rapport à ce qui était avant ». Et nous devons évoluer, nous allons évoluer parce que nous grandissons, nous développons, et vous pouvez aussi jouer un rôle par rapport aux valeurs initiales que l'on a partagées, que vous pouvez communiquer et partager avec les nouveaux arrivants, par exemple. Et on compte sur vous et Absolument. à vous d'être les relais, les piliers aussi, pour transmettre la culture et les valeurs qui vous sont chères, nous sont chères. Absolument. Ok, donc 11 ans en Pologne. Et ensuite, tu décides de quitter... Alors ensuite, c'est toujours donc pour Royal Canin, c'est en Allemagne. C'est toi qui décides de partir en Allemagne ? Donc c'est une discussion à l'époque, mais c'est vrai que 11 ans, pour moi, c'était le moment important de changer, parce qu'ensuite on peut prendre des habitudes qui sont pas forcément des bonnes habitudes, donc c'était aussi l'occasion de prendre un nouveau challenge qui était un vrai challenge, parce que c'était une filiale qui était plutôt ancienne et qui avait l'habitude de travailler très en silo, donc ça a été une période qui a été difficile pour moi sur les 2-3 premières années, parce que difficile de s'appuyer avec une équipe très soudée au niveau de l'équipe dirigeante et des besoins de transformation très très importants. Quand on bâtit et ensuite lorsqu'on doit transformer, c'est pas du tout le même travail. Et j'étais pas très bien préparé, je dirais, pour cette mission de transformation. Donc il a fallu du temps pour que je puisse trouver mes marques, mes repères et faire la transformation dans le bon sens. Il se passe quoi les premières, deuxième, troisième années où finalement ça fait 11 ans que tu es en réussite, que tu as fait exploser la filiale
polonaise et là cet environnement complètement différent. Est-ce que tu doutes? Est-ce qu'il y a Oui. Beaucoup de doutes parce que justement c'était une filiale qui était en difficulté, d'ailleurs une des seules dans le groupe. On avait plutôt des résultats difficiles et ensuite retrouver ces marques pour relancer. Qu'est-ce qui t'aide à nouveau, c'était aussi s'appuyer sur les personnes avec lesquelles je travaillais et construire aussi une équipe sur place beaucoup plus solide pour engager les transformations. Moi, ce que j'ai appris aussi, c'est de ne pas transformer tout en même temps, c'est-à-dire de choisir les endroits dans l'organisation dans lesquels on fait la transformation. Donc il y a eu des changements de personnes, il y a eu des changements de culture, il y a eu des changements d'organisation, de performance. Et on doit bien choisir l'endroit où on veut faire la transformation et le rythme. On peut pas tout transformer d'un seul coup. Et le choix est très important. Et donc là, sur l'Allemagne, tu commences par quoi ? Sur la partie commerciale, qui était la plus importante, et celle où il y avait le plus de besoins de transformation. Et quand tu dis sur la partie commerciale, tu fais quoi sur la partie commerciale ? Et là, je me suis entouré de nouvelles personnes dans l'équipe. Et nous avons mis en place des plans d'excellence commerciale pour pouvoir accompagner les équipes vers le nouveau métier de commercial, qui est plus d'accompagner les clients que d'essayer de vendre. En Céline. Une problématique qui est encore très actuelle. Très actuelle. Dans pas mal de boîtes. Et là, est-ce que tu fais peut-être des rencontres ou en tout cas sur quoi tu t'appuies pour mener ces transformations en Allemagne ? Alors, je m'appuie sur un coach qui travaillait avec mon équipe et avec moi également et qui m'a fait découvrir une personne qui s'appelle Otto Scharmer, qui est la personne qui a créé la théorie U et qui a été pour moi vraiment un tipping point dans cette étape de transformation à la fois de l'entreprise mais aussi de transformation personnelle. Tu peux nous en parler un peu de cette théorie U ? Oui, donc c'est une approche très particulière de la transformation qui se fait par l'écoute de ce qui veut ou souhaite advenir et émerger. Et ça se fait donc par une phase en forme de U. Sur la partie gauche du U, c'est une partie prendre le temps à nouveau d'écouter, de créer des espaces. Souvent, quand on est dans des périodes de transformation, on a la tête dans le guidon et on prend pas le temps de bien regarder, observer, écouter. Et là, c'est avoir cette discipline de créer des espaces de temps dans lesquels on peut respirer, écouter et percevoir les choses qui veulent à la fois disparaître ou se transformer dans une organisation, mais et aussi les forces vivantes qui veulent faire émerger quelque chose de neuf dans une organisation. Les graines du futur, elles sont déjà présentes dans l'organisation et on peut le percevoir. Et ça, c'est quoi ? C'est des temps que tu marques justement dans ton organisation, ou c'est quelque chose que tu as en tâche de fond et tu es constamment en train d'écouter, d'interroger le système et de comprendre ? Mais ça, c'est une discipline personnelle et c'est aussi une dynamique d'équipe. Parce qu'en fait, souvent en équipe, on peut rencontrer aussi des problématiques et il existe des méthodologies comme par exemple le co-développement qui permet de poser, avec une méthode très particulière, des espaces dans lesquels on pose une problématique et dans laquelle l'équipe peut contribuer à faire émerger des solutions. Ça, c'est une solution. L'écoute des parties prenantes est aussi quelque chose de très important dans la théorie U, qui permet justement d'écouter
pas uniquement ce qu'il y a dans l'organisation, mais aussi toutes les parties prenantes de l'organisation. Pour moi, ce qui est vraiment important, et ça a été un virage, c'est une approche intégrale de l'entreprise. Très souvent, on peut avoir une approche très interne en termes d'organisation, on se change en interne, mais en oubliant certains composantes qui sont en amont ou en aval. Et cette découverte, ce tipping point, c'est se dire, ok, mais individuellement, on fait partie d'un groupe, et ce groupe, c'est un ensemble qui est interconnecté à quelque chose qui est plus large et qui dépasse l'entreprise à la fois en amont et en aval, et qui a un impact positif ou négatif sur tout ce que l'on fait, à la fois les personnes, l'environnement, nos fournisseurs, les territoires dans lesquels on travaille. Voilà, donc c'est vraiment une approche intégrale qui m'a été que j'ai apprise grâce à Otto Scharmer. Quand tu dis apprise, c'est la lecture d'un livre, c'est une formation vraiment auprès de lui, très concrète, en présentiel, enfin qu'on puisse se la représenter. C'est un peu les deux. Donc c'est dans un premier temps, c'est le coach qui me dit ok, il y a quelque chose qui est très intéressant qu'il faut que tu découvres, et c'est par la lecture d'un livre qui a été pour moi absolument une révélation. Et ensuite j'ai découvert à l'intérieur un certain nombre d'outils que l'on a pu pratiquer. Donc c'est un mix de tout. Ouais, on partagera aussi ces ressources, le livre, pour que les personnes qui nous écoutent puissent le lire si elles sont intéressées. Tu nous donneras tout ça en fin d'épisode, Laurent. Super. D'accord, donc là concrètement, parce que tu n'as pas utilisé le mot intelligence collective, et pourtant j'ai senti aussi quand tu dis on a des problématiques qu'on traite tous ensemble. Est-ce qu'il y avait un peu de ça? Est-ce que c'est un mot finalement qui est à la mode maintenant, mais qui à l'époque peut-être était un petit peu moins utilisé? Et surtout, moi ce que je trouve d'assez impressionnant, inspirant, c'est qu'on parle... Là, tu nous parles de transformation et tu nous parles quasiment que d'écoute. Là où, quand on parle de transformation, peut-être un peu plus habituellement, moi, j'ai tout de suite la vision stratégique, l'exécution, le déploiement l'action. Voilà. Et là, on est comme, enfin, j'entends des pauses, j'entends de la respiration, j'entends de l'écoute. Tu vois. En fait, c'est un mélange des deux. C'est ce que j'ai vraiment appris avec cette révélation de la théorie U, c'est que c'est pas ça ou ça, en fait. C'est cette vision, ça ou ça, qui s'est effacée chez moi pour laisser ça et ça. On doit, évidemment, dans la phase de transformation, avoir un plan de déploiement, au moins tracer une route et une direction, et ça n'empêche absolument pas de s'adapter. C'est-à-dire on ressent et on s'adapte. On sait très bien que les plans qui sont très très beaux sur des PowerPoint, on les tient très rarement parce qu'en fait on ne tient pas compte du vivant, de l'évolution de l'entreprise, je vais prendre un exemple très récent avec le Covid. Cette épidémie, personne ne l'avait vu et pressenti. Donc on peut avoir tous les beaux plans du monde, on est obligé ensuite d'intégrer la partie vivante qui est une partie d'écoute, d'ajustement et de transformation que vous faites vous très bien sur les parties start-up. Comment est-ce que tu embarques tes équipes justement dans ces moments de pause? Comment t'embarques un sales, des gens qui sont, je parle des sales, mais il y en a plein d'autres qui sont dans l'opérationnel et qui eux courent de façon systématique pour leur dire, là on va faire une pause, cette pause elle sera hyper utile, pas pour ton quarter maintenant, mais pour le prochain ou pour le suivant. Comment est-ce que tu arrives à eux aussi, qui sont dans l'action de façon quotidienne, leur dire, là on respire? Alors c'est pas facile, et c'est aussi une discipline, donc ça on le fait beaucoup avec mon équipe très proche, dans le sens où on passe du temps en général tous les lundis pour aussi avoir 1 heure d'écoute en équipe et cette météo intérieure par exemple, ça c'est une vraie discipline. Donc là ce que tu dis c'est t'as 1 heure de dédié dans ton emploi du temps, c'est on écoute
Et on est sur nous, centré sur nous, la résonance intérieure. Et la météo intérieure. Et la météo intérieure. Voilà. Ok. Et ça, c'était tous les lundis. Et créer aussi d'autres espaces, soit en individuel, soit en collectif. Et les espaces collectifs que nous avons créés, souvent on les faisait dans la nature, c'est un peu à l'extérieur, où on alliait des phases de travail avec des phases de co-création qui étaient absolument créatives par la force du collectif et de l'intelligence collective. Et j'essaie de me mettre un peu dans la situation et de me dire, allez, on se réunit là et on s'écoute et on parle de notre météo intérieure. Moi, j'imagine tout à fait les mecs me dire, mais Romain, t'es complètement frappé en fait. C'est quoi j'allais dire le livrable, mais la matière un peu tangible avec laquelle ils ressortent, peut-être pas tout de suite, mais dans le temps. C'est quoi les évolutions qu'ils voient pour te dire tiens, cette semaine, Laurent, on n'a pas fait notre séance d'écoute, ça nous manque et on aimerait y revenir. Parce que j'imagine que ça d'ailleurs, doit arriver. Souvent, c'était oui, il faut vraiment qu'on le fasse. Donc, c'était la remarque qui était il faut qu'on garde cet espace pour le faire. Oui, c'est aussi une vraie discipline qui peut surprendre au début. Il y a aussi des façons très souple aujourd'hui pour le faire. Par exemple, l'utilisation de cartes, parce que c'est pas toujours facile de parler de ses émotions, et parfois on le veut pas, on le peut pas, tout simplement. Et il y a des mécaniques comme, enfin des outils, pardon, comme des cartes qui représentent avec des photos des situations que l'on peut choisir et qui se dire ok, je m'identifie à cette carte-là aujourd'hui parce que je suis triste en raison de cette situation, ou j'ai beaucoup de joie parce que pour d'autres raisons. Donc il y a des outils qui permettent de le faire tout en douceur. Mais en fait, on voit vite le livrable. C'est cette capacité à créer des liens qui sont très très forts entre les personnes, qui se fait par du partage d'émotions, par du partage de situations, qui crée une confiance. C'est ce qui crée la confiance. C'est le ciment de la dynamique d'une équipe. Oui, et dans ton rôle de leader, tu nous disais un tout petit peu tout à l'heure, j'ai pas toujours été comme ça, parce que là on te sent justement beaucoup dans le ressenti, j'écoute et je fais confiance à mon intuition. C'est aussi ça qui me permet de me relier aux autres. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus dans aussi j'ai pas toujours été comme ça, à quel moment ça s'est détaché peut-être, à quel moment c'est revenu, qu'est-ce qui t'a aidé à... Ici, c'est effectivement, ça n'a pas toujours été comme ça, surtout sur le début, puisqu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on imagine un dirigeant. Donc, pour moi, c'est apparu petit à petit en se disant, ok, on peut essayer de mettre en place des plans, de vouloir absolument que ça se passe comme ça, comme j'ai envie que ça se passe. Par contre, le vivant, dans une organisation, il y a toujours plein d'imprévus, de situations que l'on ne peut absolument pas prévoir, sur lesquelles on doit s'adapter. Donc, c'est comprendre que on doit, on peut laisser des espaces pour percevoir et ajuster. Ça a été un chemin qui a duré plus d'une dizaine d'années. Et la partie auto-charmeur a été pour moi une révélation, parce que c'est là que je me suis rendu compte que beaucoup de dirigeants ou de leaders faisaient appel à ces outils ou aussi à l'intuition. Et souvent, c'est mal compris. J'ai eu cette expérience assez récemment. Ok, c'est l'intuition, mais il nous faut du concret, du tangible. C'est pas à nouveau ça ou ça. C'est du tangible avec une écoute factuelle qui fait aussi partie de l'exercice, mais qui laisse aussi la place à une écoute plus intuitive ou aussi au ressenti corporel. Oui, puisque j'imagine que ce n'est peut-être pas en école d'agronomie qu'on t'apprend à ressentir les choses.
On développe peut-être un peu plus le côté cartésien. Alors c'est un côté cartésien, et ça c'est aussi, je dirais, quand j'étais jeune, je ressentais les choses. Je vais prendre l'exemple, en 1986, l'explosion de la centrale nucléaire à Tchernobyl, pour moi c'était la fin de la Russie soviétique qui s'écroulait à cette époque-là. Pour moi, c'était clair que c'était un signe que l'Union soviétique allait s'écrouler. Et pourtant, personne à cette époque-là n'a pressenti, on a dit ok, quand le mur de Berlin est tombé en 1989, c'était une surprise pour beaucoup de personnes. Donc il y avait cette partie intuitive qui existait, qui a ensuite été dominée par la partie cartésienne, puisque j'ai fait des études scientifiques, évidemment, où on veut du rationnel et du cartésien, ce qui est très bien. J'aime beaucoup la science, et c'est aussi la raison pour laquelle des sciences d'agronomie, parce qu'en fait on étudie beaucoup les écosystèmes, ce qui est beaucoup plus complexe qu'uniquement quelques nombres. Juste revenir sur ce que tu as dit. En 86, t'as quel âge, Laurent ? J'ai un peu plus de 10 ans, et pour moi c'était déjà vraiment ressentir ces choses-là. Ok, excellent. Donc à 10 ans, tu t'intéressais déjà beaucoup à l'histoire, à ce qui se passait dans le monde. À la géopolitique, à ce qui se passait dans le monde, et je dirais, j'aimais toutes les matières, que ce soit des maths, de la science, ou plus tard même de la philosophie, de la sociologie. C'est vraiment trouver de l'intérêt dans toutes ces matières-là. Ce qui a été parfois difficile, parce que c'est pas une voie qui est définitivement tranchée en disant ok, je serai médecin ou je serai leader. Voilà. Mais en fait, c'est en regardant en arrière aujourd'hui, c'était cet intérêt pour les systèmes, pour une approche globale et systémique, évidemment que je comprenais pas à l'époque. Et donc, si on revient en Allemagne, tu conduis cette transformation dans certaines parts de l'organisation, comme tu l'as dit. Ça dure combien de temps ? Quels sont les résultats ? Donc ça a duré 5 ans. Ça a été une période, comme je l'ai expliqué, plus difficile au début et ensuite qui a été beaucoup plus facile. En fait, pour moi, le principal succès, ça a été la capacité d'engager une structure assez grande dans une transformation profonde, parce qu'on a commencé par la partie commerciale, mais ensuite on a fait d'autres secteurs d'activité, avec toujours la capacité à donner à l'ensemble des collaborateurs une vision globale et la volonté de créer du lien et des passerelles entre les différents départements, ce qui n'était pas le cas dans cette structure et cette organisation. Donc pour moi, c'est le plus beau succès, créer ce lien, ces ponts et cette vision globale, qu'on travaille, qu'on fonctionne tous ensemble, qu'on fait partie vraiment de la même entité. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ça ? Parce que le leadership là a été aussi très incarné. Une fois que tu quittes l'Allemagne, parce qu'on va y venir, qu'est-ce qui subsiste ? Est-ce que c'est toi encore est-ce que finalement c'est toi qui portais l'intégralité de ces sujets-là, et une fois que le leader n'est plus là, finalement il reste plus grand chose et ça s'estompe avec le temps. Non. Qu'est-ce qui reste une fois que tu quittes l'Allemagne ? Dans les 3 expériences, les collaborateurs, beaucoup de collaborateurs m'ont manifesté en disant ok, c'est une autre façon de travailler, une autre façon de faire, que nous on veut essayer de faire perdurer. Donc moi, je crois pas du tout. Le leader effectivement peut incarner cette transformation. Cette transformation, elle est réussie si elle a pu être incarnée dans une majorité de collaboratrices et de collaborateurs.
Donc l'objectif, c'est de créer quelque chose qui perdure dans l'avenir. Ouais, c'est de créer le lien et de passer le témoin, le flambeau, l'énergie, les valeurs. Et c'est justement cette vision globale et cette vision de pont, de reliance qui fait... moi, mon rôle, je le vois plutôt comme un éclaireur qui a pour mission de faire comprendre la direction dans laquelle on va, de créer un cadre qui est très, très solide en termes de méthode de travail, et ensuite de laisser par la confiance et la responsabilisation le maximum d'autonomie aux collaborateurs, de pouvoir percevoir les endroits dans l'organisation où l'énergie ne circule pas, mais de laisser aussi une culture qui soit forte et pérenne. Et quand on t'écoute, tu es très calme, très posé, et on voit la méthodologie aussi sur laquelle tu t'appuies. Est-ce qu'il y a des choses qui te stressent, ou en tout cas quelles ont été peut-être aussi sur cette expérience-là en Allemagne, les choses qui peuvent être un peu plus stressantes et plus compliquées d'aborder avec autant de calme et de sérénité. Alors, c'est pas toujours le calme, il y a aussi évidemment du stress. Pour moi, la partie la plus difficile, c'est lorsque l'on doit se séparer d'un collaborateur. C'est une décision qui est toujours difficile, même si aujourd'hui je la comprends bien, parce que parfois on n'a plus sa place dans l'organisation et on peut s'épanouir et donner le meilleur de soi à l'extérieur de l'organisation. Mais c'est toujours quelque chose qui est assez douloureux. Après, ce que j'ai appris aussi, mais ça a pris 15 ans de travail, parce qu'il y a des situations qui étaient extrêmement stressantes, en particulier au début, quand on ne sait pas comment faire, etc. Donc il y avait une notion de stress. C'est qui vient d'ailleurs aussi de la théorie U, c'est la capacité de rester avec la problématique le plus longtemps possible. Donc, c'est une situation qui est assez inconfortable, qui est en dehors de notre zone de confort. Mais quand on a ces situations-là, c'est rester le plus longtemps possible dans l'écoute, même si c'est inconfortable. Même si c'est stressant. Même si c'est stressant, parce que forcément, il y a quelque chose qui va ressortir de cette situation-là. On a toujours tendance, et c'était moi ma tendance, de rentrer dans une situation de problem solving, c'est-à-dire il y a un problème, on va tout de suite le régler. Et clore le sujet très vite pour l'évacuer, absolument, et se sortir de la tête. Et ça, moi j'étais vraiment un spécialiste, parce que déjà j'aime bien la résolution de problèmes, deuxièmement un parcours très très scientifique, et en fait je me suis rendu compte que en le faisant vite, c'était déjà parce que on n'acceptait pas cet inconfort et cette situation de stress, on voulait passer à autre chose assez rapidement. Et deuxièmement, c'est on n'avait pas la vue complète et globale, justement, et intégrale de la problématique. Donc aujourd'hui, c'est rester avec cette situation, parler avec le maximum d'interlocuteurs pour bien comprendre, et comme par magie, je dirais, il y a des voies, des solutions, des alternatives qui apparaissent. Par contre, c'est une discipline qui est complexe. Et ton process, là, justement, dans la sortie d'un collaborateur, justement, cette écoute, elle s'arrête quand ? Bon, quand on parle des problématiques, il n'y a pas uniquement la sortie des collaborateurs, il peut y avoir aussi des problématiques business ou autres. Elle s'arrête jusqu'à ce que une sorte de voix nous dit, ok, voilà, c'est une forme de clarté qui apparaît, du discernement et de la clarté. D'accord. Et est-ce que tu as un ou deux conseils, parce que sortir un collaborateur, on le fait nous-mêmes de temps en temps, et heureusement le moins possible, mais c'est des moments qui nous affectent, c'est des moments qui sont douloureux. Est-ce que toi, il y a quelques petites choses que tu pourrais donner qui peuvent aider à ce que ça se passe le mieux possible ? Je pense que c'est de toute façon, chaque problématique est très individuelle, puisqu'il y a un historique, des situations très très particulières. Moi, ce que j'ai appris, c'est avoir la franchise, parce qu'on ressent
longtemps à l'avance quand il y a des problématiques ou des problèmes de performance ou de comportement. C'est pas essayer de trouver des excuses et vraiment d'aller au fond justement de cette problématique et de les adresser directement avec le collaborateur, c'est-à-dire vraiment mettre le doigt sur l'endroit où il y a des divergences et des choses qui doivent être traitées ensemble le plus tôt possible. Oui, parce que toi, comme le collaborateur, en fait, on sait. On sait qu'il y a une divergence, donc on traiter le sujet, en tout cas le premier acte de courage, c'est de traiter le sujet et de dire les choses pour ensuite accompagner le mouvement et justement arriver à cette forme de clairvoyance et de netteté sur la situation. Et je dirais que c'est plus difficile quand c'est une problématique de performance, parce que là c'est un accompagnement et je pense que la partie feedback, etc., est quelque chose qui est absolument nécessaire et indispensable, avoir des discussions qui soient cruciales avec la personne et l'accompagner aussi pour une prise de conscience collective de cette situation qui est vraiment très très importante, et puis aussi prendre soin sur les démarches qui viennent après. Mais dans le cas de être hors cadre en termes de comportement, moi ce que j'ai appris c'est de ne jamais laisser passer les choses, parce que ça ne conduit pas jamais à quelque chose de très positif. Donc il y a un cadre qui est défini. S'il y a hors cadre, la discussion cruciale elle doit être rapide, ce qui est une forme de courage. C'est pas toujours facile. Là aussi, des temps de respiration sont nécessaires pour pouvoir utiliser les mots justes avec ces personnes. Et le temps juste, c'est quelque chose qui est très compliqué. En tout cas, moi, de l'expérience qu'on a, j'ai le sentiment qu'on est souvent soit dans du temps très court et trop court, soit dans du temps très long et parfois trop long. Et ce temps juste, il demande un peu d'expérience. Absolument. Ok, alors... Et c'est malheureusement une expérience qu'on n'a pas envie d'avoir. Oui, non, en plus, c'est sûr. Donc là, on finit la transformation en Allemagne. Ça fait à peu près 5 ans que tu es là-bas. Donc ensuite, je rejoins une société donc en France, qui est une société islandaise qui est leader dans la partie prothèse. Donc c'est un changement. Tu quittes Mars. Voilà, dans la partie santé. Et une nouvelle direction dans un groupe en France qui avait 2 activités sur la prothèse et une activité sur la pharmacie. D'accord. Donc là, tu rejoins Gibo. Et Össur. Et Össur. Quel est justement ce nouveau challenge, le défi qui t'attend? Le défi qui m'attend, c'est de justement pouvoir réunir. Donc, la société Össur a fait une acquisition en France il y a quelques années de la société Gibo. C'était en 2006, et cette entreprise n'a jamais pu vraiment se rentrer dans le groupe pour différentes raisons. Et la mission était de créer une intégration dans le groupe de cette société-là, et aussi de développer la partie business du groupe Össur en Europe du Sud. D'accord. La culture dans laquelle tu arrives, est-ce qu'on est habitué à écouter? Est-ce qu'on est habitué à manager en faisant confiance au collectif, en se reliant au vivant? Je dirais que dans le groupe Össur, oui, parce que c'est un groupe scandinave qui a une approche très très particulière du management, et surtout qui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette entreprise qui a pour objectif d'établir des relations de confiance très 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 fortes. Donc moi j'ai ressenti du vivant dans cette entreprise, de par son secteur d'activité, c'est redonner le mouvement à des personnes qui ont perdu la mobilité, et
et aussi des personnes qui sont très à l'écoute, très ouvertes et qui veulent créer des relations de confiance très 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 fortes. Ouais, peut-être qu'en 2 mots, tu peux nous dire ce que fait Gibo et Ossur, parce que tu nous as dit redonner du mouvement à des personnes qui ont perdu de la mobilité. Tout à fait. Donc, Ossur, c'est un leader mondial de la prothèse, c'est-à-dire dans le cas d'amputation, donc avec des prothèses de la jambe ou de la main. Et là, c'est vraiment l'incarnation de redonner le mouvement, courir, marcher, utiliser ses mains. Et puis, dans le cas de Gibo, c'est aussi dans le domaine de la santé avec des orthèses pour aussi redonner le mouvement dans le cas d'un soin avec des méthodes textiles, naturelles, qui ne sont pas invasives et qui ne sont pas chimiques. D'accord, et donc là, tu es resté 2 ans et demi, 3 ans 4 ans. 4 ans, d'accord, beaucoup plus. Est-ce que tu peux... 4 ans et demi, d'accord. Oui, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle est la transformation là que toi tu as menée? Là, c'est avec mon équipe, parce que j'avais une équipe absolument formidable de management dans laquelle on a créé vraiment des relations de confiance très très profondes et qui étaient avec des personnes qui étaient très très ouvertes justement sur cette écoute, ces espaces d'intelligence collective, de co-développement, de se soutenir les uns les autres et qui donnaient une puissance, une force extraordinaire à chacun et à moi-même. Donc en fait, il y avait une vraie ouverture et une vraie volonté de conduire une transformation ensemble et de le faire avec d'autres outils. Et là, c'est quoi? C'est une équipe que tu recrutes? C'est une équipe qui est déjà en place? Alors, et que tu fais des une retours équipe, c'est les deux en fait, une partie qui est en place et une partie qui a été recrutée. D'accord. Et sur cette transformation, est-ce que tu peux, tu nous as donné l'objectif là, mais nous en dire un peu plus sur ce que vous avez fait, jusqu'où vous l'avez mené? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont accompagné, qui vous ont soutenu? Est-ce qu'il y a des méthodologies sur lesquelles vous vous êtes aussi appuyé, qui pourraient inspirer d'autres personnes? Donc là, c'était une transformation avec 2 intentions, c'est de relier 2 entités en une sur la France, et puis une transformation aussi de l'organisation interne chez Gibo, avec beaucoup plus de collaboration et d'activités transverses, donc créer des ponts et du reliant entre toutes les fonctions et toutes les activités. Donc ça, on a beaucoup travaillé avec les équipes ensemble, et on a travaillé avec une personne qui s'appelle Valérie Flores Rodriguez, qui est la personne qui a permis l'incarnation des choses que j'avais découvertes avec la théorie U, même si elle l'appelle pas tout à fait de la même façon, mais en fait c'est créer justement des espaces d'écoute, de co-création collective, en ressentant bien l'approche intégrale et globale de l'entreprise au service de quelque chose de plus grand et de plus large. Donc en fait, nous l'avons vécu avec elle également par ces temps de co-création que nous vivions ensemble. Donc là, c'était vraiment la matérialisation encore plus concrète des choses que j'avais perçues et pressenties avant. On peut lui redonner aussi cet honneur-là. Enfin, c'est grâce à Valérie qu'on s'est rencontrés, si je dis pas de bêtises, en juin 2019. Parce que Valérie nous a aussi accompagnés à Link Value, et il nous accompagne toujours aujourd'hui. Nous, on a testé ces formats d'écoute dans l'organisation d'un forum ouvert, de World Café aussi. Est-ce que ce sont des choses de la même façon que vous avez expérimenté? Est-ce que vous avez expérimenté d'autres choses?
Alors, on l'a expérimenté, ça n'a pas forcément bien fonctionné, cette partie World Café, parce qu'on l'a fait trop tôt dans les étapes de transformation. Donc, pour nous, c'était vraiment toutes les étapes de co-développement, je dirais, et de travail en équipe et en cercle collaboratif qui a été le point le plus important dans cette transformation. On s'est appuyé sur un ensemble de cercles dans différentes parties de l'organisation pour faire cette transformation. On a travaillé aussi sur la raison d'être de l'entreprise, sur l'écoute. Très souvent, dans une entreprise, ce sont des agences spécialisées en marketing qui font la raison d'être de l'entreprise. Ici, elle s'appelle tisseur de soins. Hein, c'est très noble. Et ça te suit vraiment depuis tout le temps, en fait, cette volonté de créer des liens, puisque tisseur de soins, tisseur de liens, c'est... Tout à fait. Et aussi de soins, parce que ce qui résonne, c'est la volonté de prendre soin de toutes les parties prenantes dans un sens large et global dans le domaine de la santé qui a besoin aussi aujourd'hui de transformation et de replacer le patient dans tout son écosystème à la bonne place. Et ça a été un travail qui a été conduit avec les collaboratrices et les collaborateurs. C'est pas une agence, hein, c'est quelque chose qui est venu du plus profond de l'histoire de collaborateurs divers qui ont travaillé sur la raison d'être de l'entreprise. Là, tu parles de la raison d'être, tu as parlé de l'organisation en cercle, tu parles aussi de l'écoute du soi, du chemin vers soi. Ça me fait penser à Frédéric Laloux et à son livre Reinventing Organization. Est-ce que tu as... je crois que tu l'as rencontré ou tu as déjà eu des échanges avec lui? Alors, je l'ai pas rencontré, mais c'était aussi une rencontre par l'intermédiaire du coach que je connaissais donc en Allemagne, qui le connaissait bien. La lecture du livre a pour moi été une révélation absolue, parce que ça a été la confirmation que les transformations d'une entreprise basées sur la confiance, sur l'autonomie, sur l'écoute, sur une approche globale de l'écosystème, sur les liens et les ponts et la reliance que l'on fait, ça fonctionne. Et ce sont des entreprises qui existent et qui fonctionnent. Donc c'est une personne qui est extrêmement inspirante, qui a mis en place déjà le livre, mais aussi un certain nombre d'outils, de vidéos qui peuvent accompagner et aider dans la transformation. Donc pour moi, c'était aussi un tipping point dans le rôle que peut jouer l'entreprise dans la transformation sociétale que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire une performance économique et un impact positif pour le monde en faisant les choses de façon très différente, même si lui-même le dit, la transformation, elle est spécifique à chaque entreprise et c'est le leader avec son équipe dirigeante qui doit ressentir la meilleure voie possible. Et sachant que ça prend du temps, à chaque fois il souligne également la nécessité du temps long, c'est-à-dire de se donner un cadre clair, une vision de ce que l'on peut faire et co-créer ensemble, et ensuite s'adapter et s'ajuster sur un temps long. Et c'est ce qui manque aujourd'hui souvent dans les entreprises en termes de gouvernance ou d'actionnariat, c'est le temps long en termes de transformation. On veut des résultats tout de suite, et on revient tout de suite au problem solving qui conduit souvent à des situations qui sont beaucoup plus complexes après qu'avant. Frédéric Laloux, c'est un tipping point qu'on partage, puisque moi j'ai eu l'occasion aussi d'assister à une de ses conférences grâce au CJD à Paris il y a 4-5 ans. Il était venu, et effectivement, sorti de cette conférence qui durait 1h30. Moi je suis resté scotché, j'ai acheté le bouquin, je l'ai dévoré dans la foulée. Et pareil, révélation, un avant, un après, un vrai tipping point. Tu parles de temps, donc le rapport au temps est hyper important. On est systématiquement dans un monde
où on court après le chiffre, le résultat, les clients, etc. Moi, je comprends ça. Je comprends que dans une structure comme Mars, ou en tout cas dans les structures assez établies, très grosses PME, ETI, grands groupes, pardon, on a cette liberté de pouvoir prendre du temps pour écouter les systèmes, écouter l'organisation et faire émerger. Pas toujours, hein, je veux dire, la pression, pas toujours. Elle est partout. Pas toujours, mais je la comprends. Surtout si t'es coté, absolument. Les marchés te demandent plutôt du temps court. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est une petite boîte, je prends une structure de 20, 30, 40 salariés, 40 collaborateurs, et on est dans cette course-là. Comment est-ce qu'on peut engager le leader, son dirigeant, à prendre du temps, et à s'autoriser aussi à prendre du temps, parce que je pense qu'il y a aussi une notion de s'autoriser à. C'est quoi le conseil, ou c'est quoi le tips que tu pourrais donner à ces personnes-là pour aussi les engager dans cette voie? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que ça doit être quelque chose de très intérieur, et il est dans une logique de confiance, dans une logique de partage, et donc il sait se mettre en mouvement, ou alors est-ce qu'il doit attendre le mur pour se transformer? Je pense qu'ici c'est, comme tu l'as bien dit, c'est s'autoriser à prendre du temps. Et moi, ce que je retiens de l'expérience qui est la mienne, s'autoriser à prendre du temps, c'est important parce qu'en fait, c'est ce que j'expliquais avec la partie théorie U, c'est rester avec une problématique le plus longtemps possible pour voir tous les aspects et toutes les facettes avant d'aller trop vite dans des résolutions de problématiques. Donc ça, c'est quelque chose qui se cultive, qui n'est pas facile, mais c'est une vraie question de discipline. Il y a quand même à déconstruire une façon de faire pour en reconstruire une nouvelle. Voilà, c'est rester dans une zone d'inconfort, parce que c'est une zone qui est fortement inconfortable, dans laquelle on s'imprègne totalement de cette problématique, on la comprend, on écoute le système, l'organisation, les collaborateurs, les personnes en marge également aussi, pour bien appréhender avant d'aller trop vite dans de la résolution de problématiques. Et donc toi, tu as accompagné le groupe dans ce changement d'actionnariat. Est-ce qu'il y a aussi des conseils dont tu peux faire bénéficier les gens qui nous écoutent, peut-être les choses, les gens qui t'ont aidé, les choses à écouter, les choses à ne pas écouter, parce que c'est souvent on le fait, en tout cas quand on le fait pour la première fois, on peut ressentir un peu une peur de la nouveauté ou de mal faire, parce que c'est des moments qui sont importants en entreprise, surtout pour les collaborateurs qui vont s'intégrer à quelque chose de différent. Alors bon, je suis pas un spécialiste mais ça a été une expérience effectivement très très enrichissante, parce que tout à fait nouvelle, qui est aussi remplie de nombreuses incertitudes, parce qu'en fait on ne sait pas comment quelle sera est-ce que c'est un fonds ou une entreprise industrielle qui va faire l'acquisition. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, ce que j'ai vraiment appris, c'est s'appuyer sur la dynamique de l'équipe, et en particulier de mon équipe dirigeante, lorsqu'on a des périodes de doute ou au contraire de grande joie en termes d'investissement et de potentialité. Moi, j'ai une conviction par rapport à... ce qui était important, c'était quelle est l'intention. Et l'intention pour moi, c'était, et pour l'équipe également, c'était de placer l'entreprise dans les meilleures mains possibles, de façon à assurer la pérennité du travail que l'on a fait et la pérennité de l'entreprise, qui est quand même une entreprise centenaire. Et tu nous as beaucoup parlé de s'appuyer, s'entourer des bonnes personnes. Comment est-ce que toi, tu t'es entouré des bonnes personnes? Et surtout, aussi, peut-être, est-ce que tu t'es déjà senti trahi? Parce qu'on a beau parfois tout faire avec les meilleures intentions du monde, ça ne produit pas toujours les effets escomptés. Est-ce qu'il y a eu parfois dans cette
Il y en a toujours, hein, parce que ce sont des relations humaines, évidemment. Donc, cette expérience avec cette équipe a été absolument extraordinaire parce qu'on partageait vraiment, et ça c'est quelque chose que l'on a discuté longuement, qu'est-ce qu'on veut partager, qu'est-ce que l'on veut vivre ensemble, et c'est ce qui aide beaucoup. Donc il y a toujours des divergences, et c'est aussi à nous, et c'est aussi un vrai apprentissage de cette dernière expérience, c'est un tout que l'on forme en qualité d'équipe, mais la vraie richesse aussi, c'est ce qu'apporte l'individu de façon individuelle et personnelle, qui crée une richesse pour le groupe. Donc effectivement, on peut avoir des divergences, et c'est bien d'en parler. Est-ce que tu as un ou deux conseils pour justement former ces équipes de direction, s'entourer des bonnes personnes? Je pense qu'il faut vraiment définir, enfin c'est une conviction, c'est définir un cadre de fonctionnement dès le début qui soit clair et qui soit acté, accepté, compris par l'ensemble des acteurs. Parce que si on partage une vision qui est commune, une volonté de transformation et surtout du rôle de l'entreprise dans la société aujourd'hui, performance et impact positif, vouloir le faire différemment dans un cadre qui est précis, si on le partage, si on le discute, si on l'explique clairement, pour moi c'est une des clés d'un fonctionnement réussi d'une entreprise, qui nécessite aussi du temps pour se connaître, pour se découvrir, pour se comprendre, pour comprendre ses différences et aussi les points qui nous rapprochent. Il y a toujours des points qui nous rapprochent et ils sont liés au projet que nous avions. Justement, comment est-ce que vous avez travaillé pour comprendre vos forces, vos vulnérabilités, vos divergences? Est-ce que c'est un travail qui est facilité? Est-ce que vous avez fait du développement personnel? Si oui, quel type de tests, mais c'est pas ça, mais d'actions, d'outils vous avez utilisés pour progresser? On a utilisé beaucoup ces parties en intelligence collective en cercle, donc de co-développement, résolution de problématiques. Et ça, c'est un outil qui est très fort parce qu'en fait, on sait que on peut se soutenir les uns les autres et trouver des résolutions de problématiques. Je veux dire, il faut un certain courage dans une équipe de pouvoir dire ok, j'ai un problème que je n'arrive pas bien à appréhender, dont j'ai pas la réponse, je ne sais pas comment faire, et j'aimerais bien qu'on puisse en discuter ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui manifeste du courage. Après, on a utilisé d'autres outils comme le MBTI ou aussi du coaching individuel en fonction des besoins. Moi, ce que je retiendrai aussi, ce sont les espaces que nous avons créés, qui sont des espaces de 1, 2 ou 3 journées que l'on passait ensemble pour comprendre quelle était la dynamique d'équipe, où on était, et qu'est-ce qu'on devait aussi corriger. Vous faisiez ça à quelle fréquence? On le faisait en général 2 fois par an, donc et là sur les derniers temps du fait du changement d'actionnaire, mais aussi de la pandémie, on l'a fait moins. Et on ressentait un impact en termes de fonctionnement dans l'équipe et d'ajustement. C'est-à-dire que cette capacité à dire les choses, à nommer des problématiques communes, se fait vraiment dans ces espaces-là, qui sont des espaces vraiment magiques. Donc il faut vraiment aussi avoir cette discipline de les créer. Ouais. Moi, j'ai encore plein de questions, donc... On peut ne jamais s'arrêter. C'est quoi ton plus gros fail managérial? Gros fail managérial. Ça, c'est une bonne question. Ou un regret de pas avoir fait différemment. Oui, je dirais... pour moi, le plus gros fail, c'est concernant des comportements hors cadre que je connaissais, que je savais, et qui n'étaient pas, qui n'ont pas été adressés assez vite, clairement.
Et je sais qu'en fait, ça conduisait à repousser une problématique, à ne pas l'adresser. Et tu sais pourquoi tu t'as pas adressé le sujet assez vite? Alors, c'était pas moi directement, parce que c'était pas un de mes collaborateurs directs, mais c'est différentes raisons. Des peurs. C'est souvent ça qui bloque l'action ou qui au contraire nous font agir trop vite. Absolument. La peur, j'aime bien la chaise de la peur aussi. Oui. Assis-toi sur la chaise de la peur, exprime ta peur et puis on arrivera en soutien. Peut-être, Laurent, on voulait avoir ta définition du leader. Pour moi, un leader, c'est une personne qui est capable de créer des espaces d'écoute, des espaces inclusifs d'écoute qui permettent la collaboration, la co-création au service de toutes les parties prenantes qui interagissent avec l'entreprise. C'est une personne qui est capable de mobiliser les énergies d'une organisation et des personnes au service de quelque chose de plus grand, de plus large et du bien commun. Et c'est aussi une personne qui pense en performance, pérennité, au service d'un impact positif. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu n'opposes pas performance, pérennité, tu n'opposes pas durée courte et durée longue, vision stratégique et écoute. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on t'admire, Romain et moi, c'est cette capacité à allier les deux et à montrer peut-être qu'on peut être à l'écoute et être performant. On peut avoir une vision stratégique et exécuter de la bonne façon. Oui, et pour moi, c'est aussi une conviction parce que la performance dans l'entreprise, elle est absolument nécessaire et indispensable, même s'il y a des cycles dans toutes les entreprises, il y a des cycles hauts et des cycles bas, des cycles de forte croissance et des cycles parfois où il faut investir et mettre plus et avoir un impact sur la profitabilité, mais c'est par rapport à une pérennité. Pourquoi l'impact positif est si important pour moi? Parce qu'on sait aujourd'hui que les problèmes environnementaux ou les problèmes sociaux ou même les problèmes individuels, quand on regarde le nombre de burn-out qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises, ça pose un certain nombre de questions. Tout ça, c'est quelque chose qui affecte quelque part la performance. On le voit bien avec la pandémie. C'est probablement quelque chose qui est lié à l'écosystème et à l'environnement. Ça a un impact très négatif sur la performance des entreprises. Les conflits sociaux qui ont pu exister dans l'histoire, à chaque fois, ont eu des impacts négatifs aussi sur la performance de l'entreprise. Donc le rôle, au-delà de cette performance, c'est aussi d'avoir un impact positif. Je crois qu'aujourd'hui, 75% des Français, c'est un sondage d'OpinionWay, attendent que les entreprises soient des acteurs de la transformation. Donc c'est une attente. Et pour moi, les entreprises qui n'auront pas fait ce pas-là, elles auront du mal à recruter des collaborateurs, elles auront du mal à vendre leurs produits parce que on aura bientôt des applications qui seront capables de nous dire quel est l'impact en termes de production de CO2, où est-ce que ça a été fabriqué, comment, et tout ça, il faut pouvoir l'anticiper. Donc c'est absolument pas quelque chose qui est en opposition. Performance et impact positif vont absolument de pair avec une vision globale et systémique. Ouais, c'est l'entreprise et donc ses leaders. Et donc les leaders, quand ils se mettent en mouvement toute la société au service de la construction d'un monde plus grand que nous, et au service du mieux, du bien, du plus inclusif, du plus équilibré. En tout cas, c'est aussi la voie qu'on a envie en tout cas, c'est le message aussi qu'on veut faire passer avec Tipping Point et avec les leaders qu'on reçoit.
En tout cas, pour construire et rebondir sur ce sujet, dans toutes les expériences inspirantes que j'ai eues, que ce soit avec Otto Scharmer, Laloux ou d'autres personnes, c'était pour faire prendre conscience ou m'ont aidé à prendre conscience vraiment du rôle de l'entreprise et de cet espace dans la transformation. En tout cas, pour moi, c'est ce que je veux faire et servir. Ce sont ces tipping points qui m'ont fait comprendre la possibilité, la force, la puissance que l'on a dans une entreprise, les énergies, l'engagement dans lesquels on peut faire une transformation, du travailler ensemble, une vision globale et systémique. C'est pratiquement le seul lieu aujourd'hui dans la société où on peut le faire de façon aussi impactante. On a parlé de beaucoup de choses. Donc, tu nous as parlé de Alain Guillemin, le patron de Mars, d'Otto Scharmer avec la théorie U. On a aussi discuté de Frédéric Laloux. Est-ce qu'on a fait le tour de toi, tes tipping points? Est-ce qu'il nous en manque vraiment des Valérie aussi, pardon, je l'oublie, mais les personnes, des rencontres, des lectures qui t'ont construit le leader que tu es aujourd'hui? Moi, il y a deux personnes qui m'inspirent beaucoup. C'est Simone Weil, qui est une personne que j'ai pu rencontrer en 2005 lorsqu'elle était à Cracovie pour l'anniversaire de la libération du camp de Auschwitz et qui, par une conférence, a expliqué la force du vivant, où j'ai pu percevoir la force du vivant qui existe en cette personne, qui a connu des situations extrêmement compliquées, difficiles au niveau humain, et qui a su faire face en trouvant une énergie et un ancrage par rapport à des forces de vie qui sont exceptionnelles. Et la deuxième personne, c'est Nelson Mandela. Donc, nous sommes allés avec ma famille en Afrique du Sud et au Cap, et en particulier dans la prison où était Nelson Mandela, où on sentait encore cette vibration, cette énergie de vie, de vouloir relier les choses qui étaient cassées, en particulier en Afrique du Sud, et de le faire par cette puissance et cette énergie et cette vibration de vie. Donc ce sont vraiment deux personnes qui m'inspirent. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné? En tout cas, celui que tu garderas tout le temps. Et c'était qui et à quelle occasion? C'est Alain Guillemin, en termes de se faire confiance. Se faire confiance et faire confiance au processus qui se déroule. Donc dans le contexte où j'étais jeune et nouveau dans cette fonction de direction, ressentir une confiance absolue de la part d'un leader inspirant et qui nous dit ok, fais-toi confiance et fais confiance à ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a une petite chose là que tu entreprends tout de suite maintenant pour dans notre utopie de bâtir un monde un peu meilleur? Ce que j'entreprends maintenant, c'est de rencontrer des entrepreneurs, des leaders qui vont encore plus loin, à la fois dans des certifications B Corp ou des entreprises à mission, ou même d'entreprises qui intègrent complètement leur écosystème avec des écoles, avec des fournisseurs, etc., que je trouve très impactant au niveau de ce qui se passe en local et de l'ancrage aussi de l'entreprise dans ces territoires et du rôle qu'elle peut jouer au niveau social et au niveau environnemental. Et ça, c'est passer du temps aussi à rencontrer, écouter des personnes qui font vraiment les choses différemment et qui le font dans la joie, dans le vivant, avec des équipes extraordinaires et qui font le changement et le monde de demain. Si tu avais juste un mot pour conclure, Laurent. Confiance.
Donc, qui vient, comme vous l'avez vu de loin, confiance. Ah, super. Merci beaucoup, Laurent. Je sais pas s'il y a une dernière chose que tu as envie de partager avec nous. Je veux dire merci Lucie, merci Romain pour cet accueil et pour ce magnifique projet. Et j'espère vraiment que les rencontres que vous pourrez faire seront des tipping points pour toutes les personnes, les femmes et les hommes que nous aurons besoin pour faire le monde de demain. En tout cas, c'est notre souhait cher dans ce projet et on est tous les deux vraiment heureux que tu aies accepté d'être notre premier invité parce que je crois que tu donnes bien le ton aussi de notre podcast. Donc vraiment mille merci. Tous les tipping points que tu as partagés avec nous, on l'a vu, hein, ils ont petit à petit sculpté aussi ta manière de fédérer les équipes, de diriger, d'accompagner les organisations et tu t'es approprié, alors le mot sera peut-être pas très juste, mais un leadership que nous on trouve très très humaniste et on t'admire vraiment pour ça. Donc vraiment un grand merci. Merci. Merci Laurent. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!